L'Algérie pousse le Mali de Goïta à l'humiliation ultime à bord de l'avion de Poutine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant de plonger ensemble dans cette histoire bouleversante qui secoue le Mali et la scène internationale, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo et la partagez largement. Votre soutien est essentiel pour que la vérité circule et que nous restions tous informés des enjeux cruciaux qui impactent notre continent. Aujourd'hui, nous allons décrypter un événement d'une gravité exceptionnelle. Comment l'Algérie, à travers un acte d'une rare brutalité diplomatique, a poussé le président malien Goïta à l'humiliation ultime, directement sous le regard de Vladimir Poutine, à bord même de son avion. Ce moment historique, chargé de symboles, dévoile des jeux de pouvoir et des tensions profondes qui dépassent largement les frontières du Sahel. Restez avec nous, car cette vidéo ne se contente pas de raconter un fait. Elle vous invite à comprendre les dessous d'un affrontement géopolitique qui redessine le futur de l'Afrique. Ensemble, soyons acteurs de cette conscience collective indispensable. Abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez sans modération pour que ce message soit entendu partout. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donne-moi une section 1. Le décor d'une tension sahélienne, l'axe Alger-Bamako-Moscou en pleine mutation, 4000 caractères. Contenu à développer. Présentation du contexte géopolitique du Sahel en 2025. La montée en puissance de l'Algérie comme arbitre régional. Les attentes du Mali vis-à-vis de la Russie après le départ des forces françaises. Introduction du rôle de la Russie. Soutien logistique, militaire, diplomatique. Début de la dépendance du Mali à l'égard des puissances extérieures. Angle narratif. Un nouveau triangle du pouvoir s'installe, mais qui en tire réellement les ficelles? Bamako, Alger ou Moscou? Le décor d'une tension sahélienne. L'axe Alger-Bamako-Moscou en pleine mutation. Au cœur du désert, les lignes bougent. L'année 2025 marque un tournant historique pour le Sahel. Longtemps dominée par l'ombre de l'interventionnisme occidental, la région se redessine désormais autour de nouveaux pôles d'influence. Le retrait progressif des forces françaises, amorcé depuis 2022, a laissé un vide sécuritaire et stratégique que plusieurs puissances s'efforcent de combler. C'est dans ce contexte que naît un axe inattendu, mais redoutablement structuré. Alger, Bamako, Moscou. Une trilatérale inédite qui redistribue les cartes du pouvoir, tout en soulevant une question cruciale. Qui tire réellement les ficelles? Le Sahel, autrefois vu comme le terrain d'expérimentation des doctrines antiterroristes de l'Occident, est devenu une arène où les ambitions nationales et les logiques de survie s'entrechoquent. Le Mali, depuis la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta, s'est résolument tourné vers d'autres partenaires que ses anciens alliés occidentaux, jugés inefficaces, voire hostiles. C'est dans cette rupture que le pays ouvre ses portes à la Russie, dans un geste fort, mais aussi chargé de risques, car derrière le salut martial de Goïta à ses nouveaux amis, se dessine une dépendance grandissante, à peine déguisée. Mais la Russie n'est pas seule sur l'échiquier. L'Algérie, discrète, avance ses pions avec méthode. Pays frontalier, puissance militaire et énergétique. Alger dispose d'un avantage géographique, politique et diplomatique. Elle s'impose désormais comme un arbitre régional incontournable, médiateur officieux des crises, soutien silencieux au régime sahélien et surtout, garant d'une stabilité qui l'arrange. En 2025, ce rôle prend une nouvelle dimension. L'Algérie ne se contente plus d'observer, elle agit. Face à une junte malienne isolée, sous pression intérieure, l'offre algérienne semble salvatrice,
Partage de renseignements, coopération frontalière, relais diplomatique auprès de partenaires clés, notamment la Russie. Mais à quel prix? Bamako, en quête de reconnaissance et de soutien, accepte les conditions. Peu à peu, des accords sécuritaires confidentiels sont scellés, loin des caméras. Derrière la façade panafricaine, c'est une nouvelle forme de tutelle qui se met en place. Du côté russe, la stratégie est limpide. Étendre son influence en Afrique en s'appuyant sur les régimes militaires en rupture avec l'Occident. Moscou propose tout, logistique, mercenaires, armement, communication, et surtout une posture, celle du partenaire fidèle face aux traîtres occidentaux. Pour Bamako, la Russie représente un pilier, une alternative. Mais l'illusion est fragile, car derrière les sourires et les saluts officiels se cache une réalité. Le Mali ne décide plus seul, et à mesure que les aides affluent, l'autonomie s'effrite. Dans ce contexte, un triangle de pouvoir se dessine. Alger, Moscou et Bamako avancent ensemble, mais chacun avec ses calculs. L'Algérie veut sécuriser ses frontières et élargir sa sphère d'influence. La Russie cherche des points d'appui stratégiques pour renforcer sa présence mondiale, notamment en Méditerranée et en Afrique de l'Ouest. Et le Mali, lui, tente de survivre, quitte à s'aligner, à s'effacer. Cette alliance tripartite, aussi inédite que fragile, interroge les observateurs. Le Mali est-il encore un acteur souverain ou le maillon faible d'un jeu qui le dépasse? L'Algérie, forte de son réseau, de son gaz et de ses canaux diplomatiques, apparaît comme le grand architecte silencieux de cette recomposition régionale. Quant à Moscou, elle observe, patiente, influence. Mais pour combien de temps cette alliance tiendra-t-elle? Le triangle repose sur des intérêts divergents, des ambitions croisées et surtout une instabilité permanente. Loin d'être une alliance entre égaux, ce trio semble déjà penché. Et dans les couloirs du pouvoir à Bamako, certains commencent à murmurer « Sommes-nous encore libres de choisir notre destin ?» Diplomatie déguisée ou chantage masqué? L'offre algérienne impossible à refuser. Ce qui s'annonçait comme un geste de solidarité régionale s'est rapidement transformé en une manœuvre diplomatique redoutable. En 2025, alors que le Mali peine à contenir l'instabilité croissante sur son territoire, l'Algérie avance une proposition de médiation. Officiellement, il s'agit d'une initiative fraternelle entre voisins, dans l'objectif de stabiliser le nord malien. Mais dans les coulisses, les mécanismes d'une pression douce, mais implacable, se mettent en place. L'offre algérienne est formulée dans un langage rassurant, presque paternaliste. Aide logistique, partage de renseignements, formation de troupes, ouverture de couloirs humanitaires. En réalité, derrière ce vernis diplomatique, Alger entend reprendre la main sur un voisin qu'elle juge crucial pour sa propre sécurité nationale. Car si le chaos gagne le Sahel, l'onde de choc frappe d'abord les frontières algériennes. Depuis des années, l'Algérie surveille avec inquiétude l'effondrement sécuritaire du nord du Mali. Les groupes armés, djihadistes ou séparatistes, prolifèrent. Le vide laissé par les Occidentaux n'a pas été comblé durablement malgré la présence de partenaires russes. Les autorités algériennes craignent que cette instabilité se transforme en menace intérieure, notamment dans les régions sensibles du sud algérien. Stabiliser le Mali, c'est avant tout protéger Alger. Mais cette stabilisation a un prix. L'Algérie, forte de son appareil sécuritaire et de son réseau de renseignement, impose des conditions précises, souvent dissimulées derrière des accords confidentiels. Parmi ces exigences, la réouverture de discussions sur les accords d'Alger de 2015, le contrôle de certains canaux de communication diplomatique et surtout
l'accès privilégié à certains postes militaires et logistiques dans les régions frontalières. En échange, le Mali bénéficie d'un soutien diplomatique fort, notamment auprès de Moscou, mais perd une part significative de sa marge de manœuvre. Assimi Goïta se trouve alors dans une impasse. Isolé sur la scène internationale, en conflit larvé avec la CEDEAO, confronté à des défis sécuritaires énormes et à des tensions sociales internes, il n'a guère le choix. Accepter l'offre algérienne, c'est renoncer à une partie de la souveraineté du Mali, mais c'est aussi garantir une certaine forme de survie politique. Refuser, c'est risquer l'isolement total. Le président de transition finit par céder, à contre-cœur. Le langage officiel évoque une coopération stratégique renforcée, mais les faits parlent d'eux-mêmes. La scène se passe loin des caméras. Quelques réunions discrètes à Alger, un vol gouvernemental vers Moscou organisé par des intermédiaires algériens, des documents signés à huis clos. Le Mali entre dans une zone d'influence assumée, sous la bienveillance vigilante de l'Algérie. Pour certains conseillers du palais de Koulouba, c'est une défaite silencieuse. Pour d'autres, une forme de pragmatisme forcé. Dans les couloirs du pouvoir malien, le malaise est palpable. Goïta, perçu comme le symbole de l'indépendance retrouvée, se voit contraint de courber l'échine. Les hommes de son entourage tentent de sauver la façade, de justifier le choix algérien comme un calcul stratégique. Mais l'opinion, elle, commence à murmurer. L'indépendance proclamée se fissure, et l'Algérie agit moins en allié qu'en puissance tutélaire. Le coup de grâce vient lorsque des images circulent, montrant des délégations maliennes escortées par des agents algériens dans des rencontres internationales. Le message implicite, et c'est clair, le Mali ne parle plus seul. L'humiliation est discrète mais profonde. C'est une nouvelle forme de dépendance qui s'installe, sans occupation militaire, sans drapeau étranger, mais avec un contrôle subtil, diplomatique, sécuritaire et politique. Sous couvert d'aide fraternelle, Alger a imposé un rapport de force asymétrique. Le Mali, affaibli, endetté, fracturé, a plié. Et dans cette soumission déguisée, c'est toute la question de la souveraineté sahélienne qui se repose. Une fois encore, ce n'est pas à Bamako que les décisions cruciales sont prises. L'avion de Poutine, un théâtre diplomatique ou un piège symbolique, ce vol ne devait être qu'un simple déplacement diplomatique. Mais à bord de l'avion présidentiel russe, ce jour-là, c'est bien plus qu'un voyage qui s'organise. C'est une démonstration de pouvoir, une chorégraphie millimétrée, où chaque image, chaque geste, chaque siège occupé a été pensé pour envoyer un message. Poutine observe, l'Algérie agit, et Goïta, lui, subit. L'avion en question, un imposant Ilyushin militaire repeint aux couleurs de la Fédération de Russie, décolle de l'aéroport de Tamanrasset dans le sud algérien. À son bord, des membres de l'état-major algérien, des diplomates et une délégation malienne conduite par le président de transition Assimi Goïta lui-même. L'objectif affiché ? Participer à une conférence stratégique à Moscou sur la coopération sécuritaire en Afrique. En apparence, une scène classique de diplomatie trilatérale. En réalité, une mise en scène géopolitique soigneusement orchestrée. Dès les premières minutes, les médias russes filment et diffusent. Plans serrés, ralentis, hymnes synchronisés. On y voit un Goïta debout, rigide entre les drapeaux algériens et russes, saluant de manière protocolaire tandis qu'un officier algérien l'introduit à un représentant du Kremlin. L'image est puissante. Mais pour beaucoup, elle est aussi glaçante. Goïta n'est pas acteur, il est figurant. On ne le voit ni donner des ordres, ni prendre des décisions. Il est de là, presque passif, au centre d'un dispositif qu'il ne maîtrise pas. Dans cette scène,
l'Algérie apparaît comme l'intermédiaire incontournable, le passeur vers Moscou. Elle encadre, facilite, supervise. Les caméras russes insistent sur l'axe Alger-Moscou, sur leur vieille alliance, et présentent le Mali comme l'invité, l'élève ou pire, le bénéficiaire. Une hiérarchie implicite se dessine à travers les images. Et pour une partie de l'opinion africaine, notamment au Mali, le malaise est immédiat. Les réseaux sociaux maliens s'enflamment. Les intellectuels s'interrogent. Comment Goïta, artisan de la rupture avec la France, accepte-t-il d'être transporté comme un passager politique par ses nouveaux alliés? L'homme fort du Mali est-il devenu simple figurant dans le jeu russo-algérien? Certains caricaturistes n'hésitent pas à illustrer la scène. Goïta, dans un avion, entre deux pilotes portant les insignes d'Alger et de Moscou, regardant par le hublot la carte du Mali survolée. Les réactions ne s'arrêtent pas là. Dans les milieux diplomatiques ouest-africains, la symbolique dérange. Un président qui ne voyage pas avec sa propre flotte, un chef d'État escorté, encadré, présenté comme une prise de guerre diplomatique par ses alliés. Ce qui devait être un symbole de coopération devient, dans les esprits, un symbole d'assujettissement. Les conseillers maliens tentent de minimiser. Ils évoquent un choix logistique stratégique, une coordination trilatérale dans un cadre confidentiel. Mais personne n'est dupe. Cette scène, largement médiatisée, rappelle trop les images d'un autre temps, où les États africains servaient de toile de fond au jeu des puissances étrangères. En coulisses, des voix s'élèvent. Plusieurs officiers maliens, restés à Bamako, expriment discrètement leur désaccord. Le sentiment d'humiliation est réel. Pour un régime qui s'est construit sur l'idée de souveraineté, de rupture, d'émancipation, cette dépendance visible, même symbolique, est une trahison des principes affichés. Et que dire du silence de Poutine? Le président russe, fidèle à sa stratégie, ne dit rien. Il laisse faire. Il laisse voir. Dans cette scène, il était le spectateur suprême, le garant d'une mise en scène dont il n'a pas besoin d'être le narrateur. C'est Alger qui orchestre, c'est Bamako qui accepte, c'est Moscou qui engrange. Ce vol aurait pu rester un simple détail protocolaire, mais il devient un moment charnière, une bascule dans la perception de l'alliance Mali-Russie-Algérie. Car à trop vouloir s'adosser à des puissances extérieures, le Mali se retrouve en posture de dépendance visible. Et cette image, une fois projetée au monde, ne s'efface plus. Répercussions internes au Mali, opposition, humiliation et risque de rupture. Au lendemain du vol diplomatique sous bannière russe, Bamako s'éveille avec un goût amer. Ce qui devait symboliser un renforcement des alliances stratégiques du Mali se transforme, pour une partie de la population, en une humiliation. Les voix critiques montent. Dans les rues comme dans les cercles intellectuels, une question revient avec insistance. Le Mali perd-il sa souveraineté? Dans un pays où la fierté nationale a été constamment brandie comme un étendard depuis la rupture avec la France, voir le chef de l'État voyager dans un avion étranger escorté par des puissances régionales et mondiales suscite une onde de choc. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'une contestation larvée où hashtags et caricatures décrivent Goïta non plus comme un stratège militaire, mais comme un passager politique sans cap. Les jeunes urbains, autrefois soutiens inconditionnels de la transition, se montrent de plus en plus critiques. Des slogans apparaissent dans les universités de Bamako, ni Paris, ni Moscou, le Mali aux Maliens. De quel côté est l'indépendance si on change seulement de tuteur? Les organisations de la société civile, jusque-là discrètes, publient des tribunes. Elles dénoncent une alliance imposée, une mise sous influence étrangère sous couvert de coopération sécuritaire. Certains n'hésitent plus à parler de néo-protectorat sahélien, où l'Algérie jouerait le rôle du gendarme régional et la Russie celui du parrain militaire. Mais c'est surtout au sein même de la junte que les tensions deviennent visibles.
Des généraux, autrefois fidèles à la ligne dure de Goïta, expriment des désaccords profonds sur l'orientation stratégique du pays. Les divisions apparaissent entre les pro-algériens, qui voient dans Alger un partenaire naturel, et les souverainistes radicaux, partisans d'une troisième voie exclusivement africaine. Des notes internes circulent, des réunions se multiplient, l'atmosphère se tend. Certains officiers évoquent même la nécessité de réduire la dépendance envers l'axe Alger-Moscou, au profit d'un recentrage sur les partenaires sahéliens. Le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des régimes également militaires, regardent avec prudence le rapprochement malien avec des puissances extra-africaines. Des rumeurs circulent, des réunions secrètes auraient eu lieu entre des représentants burkinabés et nigériens pour réévaluer leurs engagements sécuritaires communs avec Bamako. Car si le Mali se lie trop fortement à des puissances extérieures, il risque de compromettre l'esprit d'unité panafricaine que les trois pays affichaient jusque-là dans leurs discours. Le projet d'une alliance sahélienne indépendante, structurée autour d'une coopération sud-sud, s'érode sous le poids des accords secrets et des images diplomatiques troublantes. Par ailleurs, les tensions se doublent de considérations économiques. De nombreux entrepreneurs maliens s'interrogent sur la marge réelle d'action de leur pays si les infrastructures, la logistique militaire et même certaines décisions politiques sont soumises à validation externe. Sommes-nous encore décisionnaires de notre propre avenir ? Questionne un industriel de Bamako dans une lettre ouverte largement relayée dans les médias. Assimi Goïta, longtemps vu comme le garant d'une transition forte, se retrouve encerclé, cerné par une opinion publique qui doute, par une junte fracturée, par des partenaires africains hésitants et surtout par des alliés devenus exigeants. La posture martiale du colonel commence à fissurer. Le héros du renversement se transforme peu à peu en gestionnaire d'un équilibre instable. Les signes ne trompent pas. Moins de discours officiels, plus de silence gêné, des décisions repoussées, des annonces faites par des porte-paroles plutôt que par Goïta lui-même. Le pouvoir semble en gestion de crise. Et certains commencent à anticiper un possible repositionnement stratégique, un retour partiel vers une posture plus équilibrée ou du moins une tentative de masquer la dépendance croissante. Mais une chose est certaine, l'unité affichée au sommet n'est plus qu'une façade. Le vernis craque, et dans les failles, c'est toute la légitimité du pouvoir militaire malien qui vacille. Car pour un peuple qui s'est levé au nom de la souveraineté, l'impression d'un retour à la soumission, fût-elle déguisée, est la plus grande des trahisons. Voici une proposition développée pour la section 5. L'Afrique face aux nouveaux empires. Fin de l'illusion panafricaine. L'Afrique face aux nouveaux empires. Fin de l'illusion panafricaine. L'Afrique contemporaine se retrouve à un carrefour historique majeur, face à des puissances étrangères qui redéfinissent les modalités de leur influence sur le continent. Longtemps marquée par le poids direct du colonialisme européen, l'Afrique semblait avoir entamé une quête sincère d'indépendance politique et économique sous le prisme du panafricanisme et de la solidarité continentale. Pourtant, l'émergence de nouveaux empires diplomatiques remet aujourd'hui en question cette trajectoire. La Russie, l'Algérie, la Chine, entre autres, apparaissent comme des acteurs majeurs d'un nouveau colonialisme, où le jeu s'opère moins par la force militaire directe que par des alliances stratégiques, économiques et militaires, tissant un réseau de dépendance à peine voilé. Nouveau colonialisme diplomatique, un visage remodelé. La Russie a renforcé sa présence au Sahel via des accords sécuritaires, un appui militaire et l'envoi de mercenaires, cherchant à étendre son influence géopolitique face à l'Occident. De son côté, l'Algérie, forte de son héritage historique et de son poids régional, joue aussi un rôle complexe, entre soutien revendiqué à la souveraineté des États sahéliens et intérêts stratégiques propres, notamment autour des questions migratoires et sécuritaires.
Quant à la Chine, sa diplomatie dite « de la dette » s'accompagne de vastes projets d'infrastructures, créant des liens économiques profonds mais aussi fragiles. Ce modèle d'investissement massif, souvent accompagné d'une main-d'œuvre importée et de contrats opaques, interroge la nature réelle de la coopération qui est proposée. Entre indépendance proclamée et dépendance réelle, les États sahéliens affichent fièrement leur indépendance acquise, leurs institutions nationales et leur souveraineté constitutionnelle. Pourtant, la réalité révèle souvent une dépendance accrue vis-à-vis de ces nouveaux partenaires. Le recours massif à des forces étrangères pour la sécurité intérieure, les emprunts financiers importants et la soumission parfois forcée à des agendas étrangers alimentent une ambivalence paradoxale. Comment parler d'émancipation politique quand la marge de manœuvre est rétrécie par des impératifs extérieurs? Ce dilemme traduit une contradiction fondamentale dans la gouvernance de nombreux pays africains. Un État souverain sur le papier, mais vulnérable dans sa capacité d'action réelle. Coopération ou soumission? Où se situe l'équilibre? La question se pose avec acuité. La coopération avec ses puissances est-elle une nécessité pragmatique, une étape temporaire dans un parcours de développement? Ou bien ce partenariat est-il une forme subtile de soumission, un enfermement dans un système où l'Afrique reste la partie faible? Cette interrogation dépasse les sphères politiques pour toucher la perception même que les populations africaines ont de leur destin. Car la coopération véritable repose sur le respect mutuel, la transparence et la recherche d'intérêts partagés, tandis que la soumission se traduit par une perte progressive de contrôle sur ses ressources, ses choix politiques et sa liberté d'action. La responsabilité des élites militaires africaines. Dans ce contexte, les élites militaires jouent un rôle ambivalent. Souvent au cœur du pouvoir dans plusieurs États sahéliens, elles sont à la fois garantes de la stabilité et parfois actrices de cette dépendance accrue. Leur recours aux soutiens étrangers pour maintenir leur autorité soulève des questions sur leur engagement réel en faveur de la souveraineté nationale. Sont-elles complices d'un système qui affaiblit leur pays au profit d'intérêts externes? Ou œuvrent-elles dans un cadre contraint où les alternatives sont limitées? Cette responsabilité doit être interrogée avec lucidité, car les choix de ces élites façonnent l'avenir des nations africaines. Vers une nouvelle souveraineté, alliance africaine et solutions internes. Face à ces défis, un appel fort se fait entendre, celui d'une nouvelle souveraineté africaine fondée sur des alliances continentales renouvelées et une mise en valeur des solutions internes. La construction d'une solidarité africaine efficace, dépassant les clivages historiques et ethniques, pourrait permettre de réduire la dépendance aux puissances extérieures. Cela passe par une meilleure coordination des politiques économiques, sécuritaires et diplomatiques, ainsi que par un investissement dans la formation, l'innovation et la gestion transparente des ressources naturelles. L'avenir de l'Afrique dépend en grande partie de sa capacité à s'unir pour refuser les logiques de domination et à concevoir un développement endogène, respectueux des aspirations de ses peuples. L'humiliation d'un jour peut-elle déclencher une renaissance continentale? Dans ce contexte, chaque humiliation, chaque épisode de dépendance ou d'ingérence peut-il être un point de bascule vers une prise de conscience collective et une renaissance? Ou bien l'Afrique restera-t-elle une pièce sur l'échiquier des grandes puissances à la merci des stratégies mondiales? La réponse n'est pas évidente, mais elle réside certainement dans la volonté politique des Africains eux-mêmes, dans l'éveil des consciences et dans l'affirmation d'une souveraineté renouvelée non négociable. Ce défi est immense, mais il est aussi une opportunité historique de réécrire le récit africain, loin des illusions passées, vers un avenir plus libre et autonome. Pour conclure, chers frères et sœurs, cette page d'histoire récente
nous rappelle que l'Afrique se trouve à un tournant décisif, où dignité et souveraineté sont plus que jamais en jeu. Face aux manœuvres des puissances extérieures, il est urgent que chaque Africain prenne conscience de sa responsabilité, que les élites se lèvent avec courage et que nos peuples s'unissent dans une volonté ferme d'émancipation véritable. L'humiliation d'aujourd'hui peut devenir la force motrice d'un renouveau, d'une Afrique libre, fière et souveraine, maîtresse de son destin. Qu'Allah le Tout-Puissant éclaire nos cœurs, fortifie notre union et guide nos pas vers la justice et la liberté. Qu'il protège nos nations contre l'oppression, les divisions et les faux semblants. Et qu'il nous accorde la sagesse et la patience pour bâtir un avenir radieux. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que le message circule et que la vérité éclaire tous les horizons. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.